Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Coding with Armand. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une application CRUD avec Spring Boot et MySQL. Sans plus tarder, let's go. Avant de démarrer l'implémentation, je vous propose de revoir un petit peu quelques concepts par rapport à ce qu'on veut faire. Alors déjà, on a choisi Spring Boot parce que tout simplement, c'est l'un des frameworks les plus populaires aujourd'hui en Java. Et pareil pour MySQL, c'est une base de données relationnelle qu'on va utiliser pour stocker nos informations. Maintenant, on va revoir ce que c'est qu'un CRUD. Alors le CRUD, c'est un acronyme pour les mots Create, Read, Update et Delete. En gros, ce qu'on veut dire là, c'est que le Create va nous permettre de créer des informations, donc ça veut dire de stocker des informations dans notre base de données. Le read, ce sera pour récupérer les informations qu'on aura stockées dans notre base de données. L'update pour mettre à jour les informations. Et le delete, ce sera tout simplement pour supprimer certaines informations. Donc, c'est les opérations qu'on fait communément sur les bases de données. Et c'est pour ça qu'on utilise l'acronyme CRUD. Maintenant, on va voir le flux d'exécution des requêtes sur notre application. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va implémenter le serveur. Alors, le serveur, vous allez le voir, il est constitué de plusieurs couches, mais avant, on va regarder ce qui se fait. Donc, on va avoir un client qui peut être un navigateur ou alors un outil comme Postman qui va nous permettre d'exécuter, de déclencher nos requêtes, et on va voir les opérations create, read et update vues précédemment. Donc, chaque requête va utiliser le protocole HTTP pour envoyer justement les requêtes. C'est pour ça qu'on peut les utiliser avec un navigateur. Et donc, pour chaque requête qui va être exécutée, on va avoir un verbe HTTP différent. Par exemple, pour le create, on va utiliser un post. Pour le read, on va utiliser un get. Pour l'update, on va utiliser un put. Et pour le delete, on va utiliser un delete. Donc, vous voyez ici qu'il y a des doubles flèches. Donc, c'est tout simplement pour dire que le client il va faire cette requête et il va attendre une réponse. Mais en réalité, maintenant, si on rentre dans notre serveur, ce qu'on va avoir ici, c'est trois différentes couches. On va avoir une couche contrôleur, une couche service et une couche repository. Alors, nous allons voir en détail ce que fait chaque couche. Alors, le contrôleur, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intercepter les requêtes qui vont être émises et du coup, lui, il va décider de ce qui va être fait. Ça veut dire, en fonction de la requête qui va être envoyée, le contrôleur va intercepter cette requête, il va du coup la traiter. Donc, pour la traiter, il va interroger un service. Le service, ça va être tout simplement l'endroit où il va y avoir toute la logique métier. Ça veut dire tous les traitements qu'il y aura à faire sur les données, ça va passer par le service. Donc, quand le contrôleur va envoyer la requête au service, le service, lui, il va exécuter un ensemble de code dont aller interroger le repository. Le repository, c'est la couche qui va être en communication avec notre base de données. Donc, c'est elle qui va être liée à notre modèle qu'on aura implémenté et donc elle va communiquer directement avec notre base de données qui sera MySQL ici. Donc, le repository, il va effectuer l'opération, par exemple, de récupération d'informations et une fois que la base de données va répondre, elle va répondre au repository et le repository, tout ce qu'il va faire, lui, c'est renvoyer l'information au service. Le service, maintenant, s'il y a des traitements à faire, ce qu'il va faire, c'est traiter toutes ces informations. Ça peut être par exemple du filtre, ça peut être du tri, ça peut être du mapping qui va être fait à ce niveau. Et une fois qu'il a fini ces traitements, il va retourner la réponse au contrôleur. Le contrôleur, une fois qu'il a la réponse, il va répondre au client. Pour la suite, ce que nous allons faire, c'est qu'on va commencer par initialiser le projet, donc en utilisant Spring Initializer. Ensuite, on va configurer notre base de données MySQL. On va implémenter ce qu'on appelle le modèle, donc l'entité qui va être représentée qui va représenter notre base de données dans notre code. Ensuite, on va faire la création du repository. Nous verrons ce que c'est un peu plus tard. On va faire la création de notre contrôleur. Et ensuite, on va faire tout simplement la partie des tests en utilisant l'outil Postman. Voici les différentes étapes que nous allons réaliser et nous allons voir ça tout en détail. Pour commencer, nous allons nous rendre sur Google et on va taper Spring Initializer. Ça va tout simplement nous permettre d'initialiser notre projet Spring Boot. Donc vous choisissez le premier lien ensuite et ici vous allez avoir des configurations. Ici, on va initialiser notre projet et donc sur la partie de gauche ici, on va voir du coup, le project, on va choisir Maven. Pour le langage, on va choisir Java. Ensuite, la version de Spring Boot, vous prenez la version par défaut, la 3.2.5 pour mon cas. Et ensuite, le groupe ici, moi, je vais tout simplement définir ici CWA et ensuite l'artefact, je vais l'appeler CRUD Spring Boot. Pour la description, je vais mettre Simple CRUD Application. Et donc ici, le packaging jar et la version de Java, vérifiez la version que vous avez. Alors, il faut savoir que la version 3 de Spring Boot ne marche qu'avec la version Java 17 minimum, c'est pour ça que vous ne voyez pas les anciennes versions. Donc, vérifiez bien que vous avez du coup Java 17 installé en tant que JDK. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter les dépendances qui vont me permettre de faire tourner mon projet. Alors, ce qu'on veut faire, nous, c'est une application web. Donc, du coup, ce qu'on va commencer par ajouter, c'est la dépendance web. Donc, ici, je vais taper web. Et vous voyez ici, en fait, ça nous permet du coup de créer des API REST, on dit du coup, pour créer des applications web. Ce qui est important, c'est que je vais avoir un serveur là-dedans. C'est un serveur web que je vais pouvoir utiliser et que je vais pouvoir démarrer. Ensuite, ici, vu que je vais manipuler ma base de données, je vais choisir Data, donc Spring Data, qui va me permettre de manipuler ma base de données. Vous allez voir ici que ça permet de manipuler les bases de données en SQL. Donc, je vais rajouter JPA ici. Et ensuite, je vais rajouter la dépendance de ma base de données. Donc, le connecteur, pour mon cas, c'est MySQL. Donc, je vais rajouter le driver de MySQL.
Lorsque je fais ça, je peux explorer ici et je peux regarder finalement le fichier qui a été généré. Donc je vais voir ici en fait que j'ai la structure de projet. Et ici j'ai le POM. Le POM va récapituler tout ce que j'ai mis. Ça veut dire les dépendances, vous allez les voir ici. Ensuite, vous allez voir également les descriptions que j'ai mis avec le nom du projet, ainsi de suite. Bon, là je vois que ça me convient. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement télécharger. Donc quand je télécharge ici, c'est un zip qui se télécharge. Donc moi je vais l'extraire. Et on va passer à la suite. Alors la suite, normalement, c'est configurer la base de données. Alors la base de données, si vous n'avez pas MySQL installé sur votre ordinateur, ce qu'il va falloir faire, c'est l'installer. Donc pour ça, ici, vous allez juste à ouvrir ici. Et ici, on va taper MySQL. Et donc, on va valider. Ici, vous venez directement sur MySQL Community Server pour installer le serveur MySQL en local. Donc ici, vous venez, vous choisissez la version de votre système d'exploitation ici, macOS. Donc pour moi, je suis sur Mac, donc ça me propose par défaut. Et puis vous téléchargez le package et vous l'installez comme n'importe quel autre logiciel. Ensuite, il va vous falloir MySQL Workbench. Donc pour MySQL Workbench, ça va me permettre tout simplement de manipuler nos données avec une interface visuelle. Pour ceux qui sont à l'aise avec le terminal, il n'y a pas de souci. Mais moi, je préfère MySQL Workbench. Donc pour ça, pareil, je viens ici sur téléchargement. Et là, vous choisissez pareil la version, la dernière version, et vous la téléchargez sur votre poste. Donc faites bien attention par contre à MySQL Workbench, à bien retenir le mot de passe que vous allez configurer pour votre connexion. Donc une fois que ça c'est fait, on va ouvrir MySQL Workbench et on va créer une base de données pour pouvoir justement la manipuler. Donc ce que je vais faire ici, ce que je vais ouvrir MySQL Workbench. Donc, normalement, je vais avoir une interface comme ça. Par défaut, vous n'aurez pas de connexion. Il faudra cliquer sur le plus ici et renseigner finalement les informations dans le nom de votre connexion, ainsi de suite, le mot de passe que vous avez défini, et ainsi de suite. Donc, moi, je l'ai déjà. Donc, je vais juste cliquer sur ma connexion ici et je vais mettre le mot de passe que j'ai rentré quand j'ai configuré MySQL Workbench. Et là, je vais avoir ici mes bases de données sur la gauche. Donc, je vois ici que pour l'instant, je n'ai qu'une seule base de données de test que j'ai utilisée dans un autre tutoriel. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer une nouvelle base de données. Ce que je vais faire ici, c'est venir ici tout en haut et je vais faire un plus. Et là, ça me demande de créer un nouveau schéma. Je vais l'appeler tout simplement Crud Spring Boot, comme le nom de mon application. Et là, je vais faire Apply. Apply, il va me montrer la requête qu'il va exécuter. Je vais valider avec Apply. Et là, normalement, vous allez voir ici que votre base de données a été créée. Donc là, normalement, on est plutôt bon. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux ouvrir IntelliJ. Alors, je vais ouvrir IntelliJ ici. Dans les projets, ce que je vais tout simplement faire un Open. Et alors, je vais faire Open, je vais revenir dans Download où j'ai téléchargé, et donc je vais ouvrir mon dossier et je vais cliquer sur le POM. Lorsque je vais cliquer sur le POM, je vais demander à ouvrir en tant que projet. Donc, je vais ouvrir ça en tant que projet, et ça va m'ouvrir du coup mon projet ici. Donc, je vais voir qu'il retrouve directement le nom de mon projet, je vais avoir la structure de dossier qui est déjà définie, je vais avoir le POM qu'on a regardé tout à l'heure, et donc, juste pour vérifier que tout est bien correct, ce que je vais faire ici, c'est essayer de démarrer mon application. Alors, mon application, je vais la trouver ici, j'ouvre le main, j'ouvre le dossier source, je vais avoir un main, et dedans, ici, je vais avoir Java, et je vais avoir normalement ce fichier Java qui est créé par défaut avec une classe main. Donc là, je vais juste lancer ici, et donc là, je vais avoir mon application qui commence à démarrer. Alors, ce que je vais avoir ici comme message, c'est me dire en fait que je n'ai pas encore configuré ma base de données. C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas défini du coup l'URL de ma base de données et tout le reste. Donc du coup, mon application n'a pas réussi à démarrer. Donc ce que je vais faire, c'est configurer ma base de données. Et pour configurer ma base de données, je vais venir dans le dossier ressources. Dans le dossier ressources ici, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir les éléments statiques et les templates. Là, c'est lorsque je vais faire du MVC, c'est pas mon cas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Application Properties. Là-dedans, je vais voir que j'ai une seule propriété. Donc là, c'est où je vais stocker toutes les propriétés de mon application. Donc tous les paramètres que je vais avoir stockés, je vais les mettre là-dedans. Ou toutes les configurations que je vais vouloir faire. Donc moi, je vais rajouter les configurations par rapport à ma base de données qui sont là et on va voir ce que c'est ligne par ligne. On va voir ici ensemble, c'est ce que fait chaque ligne. Alors ici, la data source, ça c'est tout simplement l'adresse de votre serveur de base de données. Donc pour ça, vous pouvez ouvrir MySQL Workbench ici et donc revenir ici à l'accueil, et vous allez voir en fait que votre connexion est localhost et le port 33006. Donc c'est exactement la même chose. Donc ici je vais voir ici que j'ai d'abord JDBC pour Java Database Connector. Donc ici ensuite le nom de ma base de données, bon, moi je suis sur MySQL, donc du coup je prends MySQL et ensuite l'adresse de ma base de données. Pour mon cas, c'était plutôt CRUD avec un tiret Spring Boot. Lorsque j'ai fait ça, le username, c'est le nom d'utilisateur de la base de données, celui que vous avez rentré lorsque vous avez fait MySQL Workbench. Donc pour mon cas, c'est root. Et donc le mot de passe, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Normalement, techniquement, il ne faudrait pas utiliser le username root parce que c'est vraiment l'admin et qu'il a tous les droits. Il faudrait créer un utilisateur par défaut. Mais vu que là, on fait juste un simple exemple, on va garder root et on va utiliser le root.
Alors ensuite, le driver. Le driver, normalement, c'est cette classe-là. C'est la classe qui va être chargée justement pour le driver MySQL. Ensuite, ici, ça, c'est les configurations de JPA. Vous voyez ici, c'est Spring JPA. Alors, JPA, c'est pour Java Persistent API. Donc, c'est une API qui va nous permettre de manipuler notre base de données, tout simplement. Donc, c'est pour ça ici qu'on a JPA. Et donc, on va configurer Hibernate. Le DDL auto, c'est tout simplement pour dire ce qui doit se passer à chaque fois qu'on démarre notre application. On doit faire un update. Alors, le update, ça veut dire quoi? Ça veut dire en soi que notre base de données, si elle a changé entre-temps, parce qu'il faut savoir que ce qui va se passer, c'est que JPA va faire un mapping de notre code Java qu'on a écrit avec notre base de données. Ça veut dire qu'à chaque fois, si on crée de nouveaux éléments dans notre code, de nouvelles entités, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre code, il va pouvoir les mettre à jour par rapport à la base de données. Donc, à chaque fois qu'on va redémarrer notre application, il va faire un update de la base de données. Et donc, ensuite, ici, le show SQL, c'est tout simplement pour dire que je veux voir les requêtes SQL dans mes traces, donc dans les logs que je vais avoir, comme par exemple quand j'ai démarré mon application. Et ensuite, ici, là, le dialecte, c'est tout simplement la classe que je vais utiliser pour le dialecte. Alors là, je suis pas sûr que c'est la bonne classe, donc je vais juste vérifier ici, et je vais faire un point. Et donc, moi, je suis sur MySQL. Effectivement, il n'y avait pas le 5 dedans. Donc, c'est une vieille configuration que j'ai récupérée. Donc, ici, maintenant que j'ai configuré ma base de données, si je relance mon application ici, ce que je vais voir, est-ce qu'elle démarre correctement? Je vais voir ici que mon application a démarré sur le port 80 par défaut. Donc, vous voyez ici que l'application me dit bien que ça a démarré en une seconde. Donc là, ça veut dire que tout s'est bien passé. J'ai mes configurations sur GPA qui sont passées ici dans mes traces et tout est correct. Donc, une fois que j'ai ça, ça veut dire que je suis plutôt bon. Donc, je peux arrêter ici mon serveur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer des entités. On veut sauvegarder des informations. Et donc, ce que je vais choisir comme entité, c'est une personne. Et pour ça, je ne vais pas me casser la tête à faire des packages, mais normalement, il faudrait le faire lorsqu'on a un gros projet. Là, c'est vraiment un petit projet où c'est que pour une personne. Donc, vraiment, là, je ne vais pas créer de package. Donc, je crée ici une classe Java pour mon entité personne. Comme j'ai dit, une entité, c'est tout simplement une table au sens de la base de données. Ça veut dire que ce que je marque comme personne ici, ça va être créé dans ma base de données aussi, comme une table de ma base de données où je pourrais stocker les informations sur des personnes. Et donc, pour créer une entité, j'ai juste utilisé l'annotation entity. Et là, il va m'importer du coup entity dans Jakarta. Cette annotation permet de dire tout simplement ici que je veux créer une entité que JPA va pouvoir mapper avec une table dans la base de données. Et vu qu'on parle de table ici, je peux changer le nom de la table. Par défaut, je vais avoir ce nom personne. Donc moi, si je veux un nom pour ma classe différent, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement rajouter l'annotation table. Ici, quand je rajoute table, c'est pour dire, OK, ça correspond à quelle table? Et là, je vais spécifier le nom ici que je vais appeler personne avec S. Donc, je vais dire en soi que la table que je vais avoir moi dans ma base de données, ça va être personne. De cette façon, JPA va savoir en fait que lorsqu'il va mapper cette entité, il va faire la liaison avec la table personne avec S. Donc ici maintenant, vu que c'est une entité, il lui faut absolument un identifiant pour JPA. Ça veut dire que c'est obligatoire lorsque je crée une entité de mettre un identifiant. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser la notation ID. ID, ça va tout simplement me permettre de dire que c'est une entité et donc je définis un ID. L'ID, c'est unique et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des valeurs auto-incrémentées. Donc ça veut dire qu'ils vont s'ajouter toutes seules. On n'aura pas à le gérer nous. Et pour ça, on va définir que c'est une valeur qui est générée. Et donc on utilise la notation generated value. Donc là, c'est une valeur générée. Et là, maintenant, il faut juste définir la stratégie. Là, je vais faire la stratégie. Et donc, je vais faire le generation type et je vais choisir tout simplement identité. Ici, maintenant que j'ai créé ça, je vais créer l'attribut en question qui va pouvoir stocker mon identifiant et je vais le mettre en type langue. Il faut faire très attention parce que lorsqu'on utilise JPA, il faudrait absolument que ce soit une classe. Ça veut dire que soit vous choisissez un integer ou un langue. Moi, j'ai choisi un langue pour avoir plus de valeur. Et donc, si je veux l'appeler tout simplement ID. Ensuite, je vais créer d'autres éléments qui vont me permettre du coup de sauvegarder des informations. Donc, je vais prendre le nom de la personne, je vais prendre une ville et je vais prendre un numéro de téléphone. Donc ici, je vais mettre city et ici, je vais mettre tout simplement phone number. Alors, sur ces éléments, j'ai la possibilité de customiser des choses. Ça veut dire que si par exemple, je veux un certain nombre de valeurs, je peux directement le faire, mais c'est pas le but. Ici, on veut juste faire un CRUD par défaut. On verra ça un peu plus tard dans un autre tutoriel. Donc ici, il va me falloir ensuite générer les getters et les setters pour pouvoir accéder à ces informations. Ici, ce que je vais tout simplement faire, c'est mon raccourci et je vais générer getter et setter. Et donc là, je choisis tous mes éléments et là, je valide ici avec OK. Donc là, j'ai un getter et un setter. Normalement, lorsque je crée une classe de cette façon, il ne faut pas s'oublier que c'est une classe, j'ai un constructeur par défaut qui est créé, le constructeur vide. Donc je ne vais pas je vais pas mettre un nouveau constructeur parce que sinon il risque de remplacer celui par défaut, alors que j'en ai besoin pour faire la sérialisation. Mais c'est un petit peu, on verra un peu plus ça, les détails dans d'autres tutoriels. Ici, il faut juste retenir en fait que lorsque je crée mon entité de cette façon, je vais définir un ID absolument, ensuite je mets tous les éléments, il faut des getters et des setters absolument. Lorsque j'ai fait ça, maintenant, ce que je peux faire ici, c'est relancer mon application. Alors, si je relance mon application ici,
Vous vous rappelez, on a mis un DDL en update. Donc, ça veut dire que normalement, vu que ça a changé depuis la dernière fois où j'ai démarré mon application, j'ai créé une nouvelle entité. Il devrait avoir créé l'entité dans ma base de données. C'est ce qu'on va vérifier ici en ouvrant MySQL Workbench. Donc là, on va choisir cette connexion. Ici, on va juste rafraîchir ici. Et ici, on rouvre ici. Là, on voit bien que dans les tables, on a bien personne avec S. Et si on regarde dans les colonnes, on peut voir ici que c'est les éléments qu'on a spécifiés. Là, je vois bien que mon DDL update fonctionne. Donc là, je peux arrêter mon serveur et je peux continuer. Maintenant, pour pouvoir manipuler les informations qui sont dans d'autres bases de données, on va utiliser JPA. Rappelez-vous, Java Persistence API. Donc, pour pouvoir manipuler les éléments, comment on veut les stocker, comment on veut les récupérer, on va créer ce qu'on appelle un repository. Un repository qui va étendre le repository de JPA. Donc, le repository, ça va être un repository pour une entité. Donc, à chaque entité, on aura un repository. Donc, ici, je vais créer un nouveau repository pour ma personne. Donc, je vais appeler ça personne repository. Et là, je vais le mettre en interface. On va voir pourquoi c'est une interface. Alors, ici, j'ai créé mon repository. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement faire étendre le JPA repository. Si vous voyez, quand j'écris JPA History, il y a un petit i devant. Le petit i, c'est pour dire que c'est une interface. C'est la raison pour laquelle, vu que je fais une extension, je suis obligé d'utiliser une interface. Donc, vu que c'est une interface, je vais tout simplement faire une extension. Et par défaut, il faudrait que ce soit aussi une interface. Donc, une interface qui va étendre une autre interface. Ça, on ne peut pas faire une classe qui étend une interface. Donc, du coup, on va tout simplement mettre ça en interface. Et ici, vous voyez qu'il se plaint parce que je n'ai pas défini en fait le type. Parce que par défaut, si je regarde dans JPA repository, je dois spécifier des types ici. Donc ça, le T, ça va être tout simplement le type de mon objet, donc le type, le repository, donc ce sera une personne. Et ici, c'est l'ID. Mon ID sera du type langue. Rappelez-vous, c'est pour ça que je l'ai dit, ça doit être des classes. Donc ici, ce que je vais tout simplement faire, c'est personne. Et là, je vais mettre langue. C'est pour ça qu'il faut des classes. Parce qu'en fait, le JPA repository, par défaut, lui, il va prendre uniquement des classes ici en générique. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mon repository. Alors maintenant, il va juste me manquer l'annotation et on va discuter de cette annotation parce qu'elle n'est pas obligatoire. En soi, je peux utiliser l'annotation repository pour marquer que c'est un repository, mais elle est surtout utile lorsque j'ai un projet qui est vraiment dense et pour retrouver un repository, il faut absolument spécifier que c'est un repository. Avec Spring, il n'y a pas forcément je ne suis pas obligé de spécifier que c'est un repository. À partir du moment où je fais une extension de JPA repository, il comprend que c'est un repository. Donc maintenant, ensuite, lorsque je fais normalement une API de ce type, je dois faire une couche service. Alors la couche service me permet à gérer tout ce qui est logique métier. Ça veut dire que normalement, je devrais créer un personne service que je vais annoter avec une annotation service pour pouvoir gérer toute la logique métier. On ne va pas le faire dans ce cas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on n'a pas de logique métier. Ce qu'on fait en soi, c'est on veut juste récupérer les informations, on ne fait aucun traitement dessus et on va les retourner à l'utilisateur. Donc en soi, on n'a pas besoin de couche service. La couche service, c'est vraiment lorsqu'on a des traitements, par exemple, si on veut filtrer les données, on veut les transformer, on veut retourner dans des DTO, on veut les formater d'une certaine façon, là, on va utiliser une couche service. Pour notre cas, on n'a pas besoin de couche service parce que finalement, on va juste manipuler, on va juste récupérer les informations et les retourner. Donc du coup, ce qui va se passer ici, c'est que je vais créer directement maintenant mon contrôleur. Le contrôleur, c'est l'élément qui va me permettre de recevoir toutes les requêtes qui vont venir de notre front-end ou de notre application de test comme Postman. Donc du coup, pour pouvoir récupérer toutes les requêtes, on va créer un contrôleur. Donc ici, je vais faire nouvelle Java classe et donc ici, je vais l'appeler personne contrôleur. Lorsque j'ai créé mon contrôleur, ce qu'il faut commencer par faire, c'est mettre la notation rest controller. Donc, lorsque je définis un rest controller, je spécifie à Spring que c'est un contrôleur, et donc le contrôleur, lui, va récupérer certaines requêtes pour pouvoir les traiter. Donc, du coup, maintenant, moi, je vais spécifier le type de requête, ou bien les requêtes que va pouvoir gérer ce contrôleur. Et pour ça, je vais utiliser un request mapping. Le request mapping, c'est tout simplement pour dire, en fait, le type de requête, spécifier le type de requête que va gérer, du coup, mon contrôleur. Mon contrôleur, je vais spécifier tout simplement ici qui va gérer les requêtes qui vont commencer par API personne. Ça veut dire que lorsque j'ai plusieurs contrôleurs, par exemple là j'ai un contrôleur pour les personnes, je peux avoir un contrôleur par exemple pour les employés, je peux avoir un contrôleur pour plein d'autres choses, pour plein d'autres entités. Et donc là, quand je spécifie de cette façon, c'est tout simplement pour dire que dans mon URL, dans mon endpoint, quand je vais requêter en fait des personnes, lorsqu'il va y avoir localhost et ensuite il va y avoir API et il va y avoir personne, cette adresse-là, ça voudra dire qu'en fait, il faudra invoquer ce contrôleur. C'est ce contrôleur qui est en charge de gérer toutes les requêtes qui vont démarrer avec API et personne. J'ai créé mon contrôleur et donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, on ne fera pas de service. Donc, on va directement utiliser notre repository. Donc, pour pouvoir manipuler notre donnée qui est directement stockée dans notre base de données, on va utiliser notre repository. Et donc, pour ça, je vais créer un repository ici et je vais l'appeler personne repository.
Maintenant, j'ai créé mon repository. Ce que je vais faire, c'est l'injection de dépendance. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour dire, en fait, que mon contrôleur a besoin, du coup, de mon repository pour pouvoir fonctionner. Vous voyez ici que je n'ai pas fait de new repository. Et encore heureux parce que c'est une interface. Et si je fais un new, il va vouloir implémenter toutes les méthodes qui existent dans ces interfaces. Sachant déjà que j'étends le JPA repository. Et si vous regardez le JPA repository, il y a plein de méthodes là-dedans. Donc, moi, j'ai pas envie d'implémenter toutes ces méthodes. Donc, du coup, ici, je vais faire de l'injection de dépendance en disant à mon contrôleur que tu vas aller, en fait, récupérer ce repository et tu vas l'injecter directement dans le contrôleur. Je vais directement l'utiliser sans avoir à faire un new. Donc, tout simplement, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la notation auto-wired. Alors, en utilisant AutoWire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement injecter ce bin-là. Il va injecter le repository dans mon contrôleur sans avoir à faire de new et je pourrais utiliser les méthodes qui existent dans le repository. Il y a plusieurs façons d'injecter. Alors, vous voyez ici qu'AutoWire est souligné. C'est tout simplement parce que c'est pas la meilleure façon d'injecter parce que quand on utilise AutoWire, il y a la possibilité, lorsqu'on fait les tests, par exemple, oublier qu'on a des dépendances dans ce contrôleur. Par exemple, avec le repository, on oublie et justement nos tests vont crasher. Et pour éviter ça, on va forcer du coup la création d'un contrôleur avec personne repository. Et pour ça, ce qu'on va tout simplement faire ici, c'est qu'on va virer AutoWire. On va mettre notre repository en final parce que de toute façon, il ne va pas changer. Et donc ici, ça va nous forcer tout simplement à créer un constructeur. Et là, on crée notre constructeur avec notre valeur. Ensuite, ici maintenant, on peut définir maintenant nos premiers endpoints. Les endpoints, c'est tout simplement les adresses c'est tout simplement les URL qui vont nous permettre d'accéder, par exemple, aux informations sur tous les utilisateurs, sur toutes les personnes, qui vont permettre de récupérer une personne, de supprimer une personne. Donc, moi, je vais définir un endpoint spécifique maintenant pour récupérer toutes les personnes. Et pour ça, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement, pour récupérer toutes les personnes, on va utiliser la méthode HTTP GET, parce qu'on veut récupérer les informations, donc ce sera un GET. Et donc ici, pour faire un GET, ce que je vais tout simplement faire ici, ça va être un GET mapping. Donc je vais utiliser la notation GET mapping, GET mapping. Je ne vais rien mettre à l'intérieur parce que je suis déjà dans les personnes. Si par contre je vais un chemin, par exemple, si je veux dire que lorsque j'ai fini d'écrire API personne, ensuite là-dedans je dois faire par exemple get all. Par exemple, je peux faire ça. Ça voudrait dire que dans mon chemin, j'aurai API personne et ensuite get all. Pour mon cas, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire et c'est pas ce qui est recommandé. Donc je vais juste laisser un get mapping et normalement il va pouvoir savoir ce que je vais faire. Donc en faisant un get mapping, lorsque j'ai déjà personne avec S, je vais dire que ça récupère toutes les personnes. Ici, je vais créer une méthode publique qui va me retourner une liste de personnes. Ça va me retourner une liste de personnes et je vais l'appeler getAllPerson. Donc getAllPerson, je ne vais pas prendre de paramètres parce que dans ma requête, je n'aurai pas de paramètres par rapport à ça. Et ici, je vais juste définir en soi ce qui doit se passer. Alors, ce qui doit se passer, c'est que je vais utiliser mon repository pour récupérer toutes les personnes. Dans mon getAll, je vais tout simplement ici faire un return de personne repository, point. Et c'est là que va entrer en jeu JPA. Vous voyez ici que c'est des méthodes qui sont déjà définies. Et donc, moi, je vais juste mettre un find all. Là, ça va me permettre de récupérer toutes les entités qu'il va trouver. Donc, en faisant ça, en faisant l'extension sur mon repository, je vais récupérer toutes les méthodes qui sont là dedans. Et donc, le find all en fait partie. Donc, du coup, lorsque je fais mon find all ici, il va tout simplement me récupérer toutes les personnes qui existent. Ça, c'est bien parce qu'il va me retourner tous les éléments. Maintenant, ce qu'il faut penser aussi à faire, c'est définir une réponse. Alors, on attend une réponse qui doit être un objet que je vais utiliser et que je vais voir dans mon Postman que je vais tester. Donc là, en faisant ça, il ne faudrait pas que j'oublie du coup de créer du coup une response entity. C'est quoi une response entity? C'est tout simplement un objet qu'on va pouvoir utiliser pour encapsuler les résultats qu'on veut donner et définir aussi les codes HTTP qu'on peut retourner. Par exemple, là, quand tout s'est bien passé, on veut retourner un code 200 pour dire que tout s'est bien passé. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que tout simplement autour de mon list person, je vais créer un response entity. Donc, du coup, lorsque j'ai mis response entity ici, il faudrait que je retourne un new response entity. Et donc ici, je vais mettre le résultat que je veux avoir. Je vais voir que j'ai plusieurs implémentations. Soit je mets l'objet et ensuite le statut, soit je mets juste le statut, ainsi de suite. Donc là, moi, je vais retourner un response entity. Et donc, ce que je vais faire tout simplement ici, c'est spécifier ma valeur dans mon person repository. Et je vais faire mon find all, parce que je sais que ça va me retourner un itérable. Et ici, à la fin, je vais juste mettre mon code HTTP status. Et donc ici, je le mets en OK qui correspond au code 200. Donc, lorsque je fais ça, je vais mon get mapping qui est fait, je vais démarrer mon projet pour vérifier que tout fonctionne correctement. OK, tout se passe bien. Et maintenant, je vais lancer
Postman. Alors, Postman va me permettre de tester mon API. Donc, j'ai déjà fait une collection sur Postman que je pourrais vous passer, que vous pourrez utiliser directement. J'ai mon Postman qui est là. Et donc, j'ai déjà, en fait, le CRUD que j'ai créé. Donc, j'ai déjà créé la collection et ce sera en lien dans la description. Là, ce que je vais faire, c'est que mon get all person que j'ai implémenté, vous voyez bien que l'adresse, elle correspond. Donc, c'est localhost 8080 qui est le port. Donc, vu que mon serveur a démarré sur 8080, API personne, ça correspond à ce que j'ai mis dans mon request mapping. Et donc, je peux l'envoyer comme ça. Et normalement, ici, vous voyez qu'il me retourne bien un statut OK. Alors, normalement, il me retourne ici un objet. Mais là, vu que j'ai aucun élément que j'ai sauvegardé pour l'instant, il va bien sûr me retourner un objet vide. Mais là, le code 200 que j'ai me permet effectivement d'attester que tout fonctionne correctement. Si je vais par exemple sur la création d'une personne, où j'ai défini ici les valeurs que je vais envoyer, par exemple name, city et phone number, et j'ai utilisé les valeurs random ici pour envoyer. Donc pareil, c'est la même URL, mais j'ai pas défini. Vu que j'ai pas fait de post encore, vous allez voir ici, il me dit méthode not allow parce que j'ai pas encore défini ce qui doit se passer lorsque je fais un post. J'ai pas d'élément qui peut récupérer cette requête-là, donc du coup il me dit que la méthode n'est pas autorisée. Donc maintenant on va créer le post. Donc on a fait le get mapping, maintenant on va faire le post mapping. Pour ça, on va faire pareil, on va mettre la notation post mapping. Là, je fais post mapping et là, du coup, je vais créer la méthode pour gérer le post. Alors, cette méthode va me retourner pareil comme en haut, un response entity. Cette fois-ci, un response entity de personne, donc d'une personne. Et ici, maintenant, je veux l'appeler create person. Alors, create person, à la différence du get, ce que je fais quand je fais un create, c'est que j'ai des informations. Quand je fais un create, j'envoie des informations. Donc, si je regarde le body de ma requête ici, je vois que j'envoie le name, city et le phone number. Donc, pour récupérer ces informations, je vais utiliser une annotation pour récupérer le corps de ma requête. Et cette annotation, c'est request body, donc le corps de requête. Et donc ici, c'est du type personne, donc ça veut dire que ça va faire une conversion de ce que je vais récupérer dans le request body en personne, et je vais l'appeler personne, tout simplement, le nom de la variable qui va contenir cette information. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon repository pour sauvegarder, et ensuite, la valeur qui sera sauvegardée va être retournée. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un personne ici, que je vais appeler ici personne created, et ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement personne repository, et je vais faire un point save. Alors, le save, il faut comprendre qu'il permet à la fois de faire l'enregistrement et l'update. Donc, ça veut dire que le save, s'il retrouve l'objet qui existe déjà, il va le mettre à jour, et s'il n'existe pas, il va le créer. Donc ici, ce que je vais juste faire, c'est passer personne que j'ai pris ici en paramètre, et normalement, quand je fais ça, je retourne bien une personne. Et maintenant, ce que j'ai juste à faire ici, c'est retourner tout simplement le response entity que j'ai fait dans un new, et je mets mon objet person created, et je vais mettre le code ensuite. Alors, moi, je fais un HTTP status. Maintenant, là, c'est pas un 200 parce que lorsque je fais une création, normalement, il y a un code spécifique. Et le code pour ça, c'est created. Donc, je vais prendre le created et directement ici, je vais le retourner. Avec ça, j'ai comme ça mon application qui gère maintenant le post mapping. Je relance mon application ici et que je reviens sur Postman, j'attends que ça démarre correctement. Donc, si je reviens ici sur Postman et que je lance mon appel, je fais un send ici, hop, je vois bien ici que j'ai les données qui ont été sauvegardées. Donc, je vois que j'ai un élément, il m'a retourné bien l'élément. Je peux relancer plusieurs fois parce que du coup, j'ai des valeurs qui sont définies en random. Ça me fait 2 éléments, 3 éléments normalement. Maintenant, j'ai fait mes 3 éléments. Ça veut dire que si je reviens sur get all person ici et que je fais un send, il doit me retourner 3 éléments. Et si je regarde bien ici, je vais voir que j'ai bien mes 3 éléments qui ont été créés. Je vois bien que là, déjà, le get all et ensuite le post fonctionne correctement. Donc ça veut dire que ce qui est bien en plus avec Postman, c'est que j'ai des données random, donc ce qui veut dire que je peux sauvegarder autant de fois que je veux. Là j'en ai 6, et si je reviens ici en fait et que j'actualise, je vais voir ici que j'ai bien effectivement mes 6 éléments. Donc maintenant on va continuer avec le get by ID. Ça veut dire que là on a get person by ID, on va récupérer du coup une personne à partir de son identifiant, qu'on spécifie ici, on a pris par exemple 1, on a vu ici que la première personne, c'est Jenkins, avec sa ville, et on a son numéro de téléphone. Donc ici maintenant, je vais revenir, et je vais faire un autre get mapping. Sauf que ce get mapping, rappelez-vous, je l'identifiant dans l'URL. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement recréer un get mapping, mais lorsque je crée mon get mapping, il me faut spécifier en réalité que je veux un élément en plus pour faire la différence avec celui-ci. Par défaut, celui-ci, c'est celui qui est pris. Mais pour faire la différence avec lui, il me faut justement spécifier que là, j'ai une autre variable là-dedans. Ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement regarder l'URL que j'ai sur Postman, parce que c'est en fonction de ça aussi. Et donc, quand je regarde person by ID, je vois que mon URL, elle est après un slash. Et cette valeur, elle peut changer. Donc, c'est cette valeur que je vais changer. Ça peut être 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6, comme on a vu. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, c'est revenir tout simplement ici et mettre mon ID entre alcoolade. Comme ça.
vu que c'est une valeur qui peut changer, je vais le mettre entre accolades. C'est pour dire que lorsque j'aurai fini de mettre API personne, et ensuite je fais faire un slash en plus ici, et ensuite je mets mon identifiant. Et là, je vais créer la méthode pour gérer ce cas-là. Donc ici, je vais juste rabaisser ça. Donc ici, ça doit me retourner une personne uniquement. Et donc c'est un response entity aussi. Donc je vais faire ici un response entity. Et donc ici, je vais juste faire get person by ID. Donc lorsque je fais ça, j'ai pas besoin de récupérer. Alors j'ai des éléments dans ma requête, mais ce n'est pas un body, c'est un élément qui est dans le chemin. Il est directement dans le chemin de mon URL, comme je vois sur Postman ici. Quand je regarde là, je vois qu'il est directement dans le chemin. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est utiliser ce qu'on appelle un path variable. Donc la notation path variable, parce que du coup c'est une variable, et ensuite qu'elle est dans le chemin que j'ai fourni. Donc mon path variable, je vais tout simplement la mettre en langue, parce que c'est le format de mes identifiants. Et donc ici, ça va faire une conversion vers la donnée. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire tout simplement ici, c'est que je vais utiliser du coup un optional. Pourquoi un optional? Tout simplement parce que cet élément, il peut exister ou il peut ne pas exister. Donc je vais dire ici que j'ai un optional de personne, et ce que je vais faire, alors j'importe optional, je vais l'appeler personne, d'accord? Et donc ici, je vais tout simplement appeler mon person repository, et là je vais faire un find by ID, et je vais spécifier tout simplement mon ID. Comme je disais tout à l'heure, le optional, c'est tout simplement parce que le find by ID retourne un optional, c'est tout à fait normal parce qu'il peut ne pas trouver l'élément, et donc c'est pour ça qu'on a un optional. Et donc ici, ce qu'il nous faut faire tout simplement, c'est vérifier si notre optional est présent. S'il est présent, du coup, on va le retourner. S'il n'est pas présent, on va retourner qu'on ne l'a pas trouvé. Pour ça, on peut faire un if classique ici, tout simplement, on va dire ici if person.isPresent, donc ça veut dire qu'on a trouvé l'élément. Ce qu'on va faire ici, qu'on va retourner un new response entity de person.get pour récupérer la personne. Et ici, on va mettre le code HTTP status pour dire qu'on a trouvé, donc OK. Par contre, si on ne l'a pas trouvé, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on return un new de response entity. Et là, on va tout simplement mettre le code HTTP pour dire qu'on ne l'a pas trouvé. Donc ici, ce sera not found. On va chercher not found. OK. Donc là, si on trouve l'élément, tout ce qu'on va faire ici, c'est le retourner. Si on ne le trouve pas, on va tout simplement retourner not found. Alors ici, il me propose une amélioration. Ouais, il me propose de faire tout simplement de remplacer, d'optimiser mon code. Et donc là, avec ça, ça me permet d'avoir un code un peu plus propre. Lorsque j'ai fait ça, du coup, je retourne ma valeur. Et donc, je peux redémarrer ici. Donc là, mon application a démarré. Je vais aller sur Postman. Je vais vérifier que j'ai bien toutes les personnes qui sont toujours là. Ouais, j'ai bien 6 personnes. Et je vais décider, par exemple, de récupérer la personne numéro 4. La personne numéro 4 s'appelle Nader. Et donc ici, je vais juste mettre ici dans mon URL 4. Lorsque je fais ça, je vois bien que je récupère. Alors, est-ce que j'ai bien récupéré la bonne personne? Alors, le 4, c'est plutôt Chester, c'est pas Nader. Je me posais déjà des questions. Donc, le 4, c'est bien Chester ici, et c'est bien ce que je retrouve ici. Donc, par contre, maintenant, imaginons que je veux récupérer la personne 10, que je n'ai pas. Je vois bien ici que je retourne mon not found. Bon, il serait bien peut-être de rajouter quand même un petit message, mais pour le coup, on pourra faire ça un peu plus tard. Là, c'est juste l'idée d'avoir un CRUD. Mais là, effectivement, je vois bien que je retourne bien not found, qui est le code qui correspond bien. Donc maintenant, on va passer à la suite. Du coup, on a fait le all person, person by ID, on a fait le create. Maintenant, on va faire le put. Alors, le put, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on envoie aussi un objet. Et donc, dans cet objet-là, on envoie des informations qu'on veut changer. Ça veut dire qu'on a un élément, pareil, on a l'identifiant de la personne ici. Donc, on va pouvoir savoir qui c'est. Et ensuite, on va remplacer les informations par celles qu'on va recevoir. Donc, ici, ce qu'on va tout simplement faire, c'est revenir dans notre code. On va faire un put mapping, tout simplement. Put mapping pour dire qu'on veut gérer la méthode put. Et donc là, pareil, on va créer, du coup, une méthode pour ça. Et donc, ici, ce qu'on va tout simplement faire, c'est pareil, faire un response entity. Response entity qui sera de type personne aussi. Et donc ici, on va tout simplement l'appeler ici update personne. Alors, lorsque j'ai fait update personne, ce que je vais avoir ici, c'est qu'il ne faut pas oublier, si je reviens ici sur Postman, il ne faut pas oublier qu'ici, j'ai besoin de l'identifiant. Donc, pareil, c'est un path variable comme sur le find by ID. Donc, je vais revenir ici et tout simplement ici, ne pas oublier de bien mettre la valeur ici qui correspond. Donc, là, j'ai un path variable et c'est pareil ici. Je mets mon path variable et donc je vais appeler tout simplement long ID. Mais rappelez-vous aussi qu'on a un corps de requête. Vu qu'on fait un put, ça veut dire qu'on veut modifier des informations. On a également un corps de requête. Donc en plus de ça, je vais prendre le request body. Je vais prendre le request body ici. Et là, ce sera de type personne. Et donc je vais l'appeler ici person details. Je vais l'appeler person details pour faire la distinction. Avec un D majuscule, c'est mieux. Yes. Donc maintenant,
j'ai mon person detail et du coup, j'ai mon identifiant. Ce qu'il faut commencer par faire, c'est exactement comme dans le find by ID. Donc ici, je récupère déjà la personne et ici, je vérifie si la personne existe. Donc je vais faire person is present et là, ce que je vais tout simplement faire, c'est dire que je vais stocker la personne qui existe dans une variable existing person. Et donc ici, je vais tout simplement faire person up.get. Lorsque j'ai fait ça, maintenant, je peux définir les nouveaux attributs de personne détail. Donc, ce que je vais faire ici, c'est utiliser les setters. Donc, je vais faire ici mon existing person, point. On va pas remplacer son nom quand même. Donc, ici, je vais juste remplacer sa city, donc set city. Ici, je vais mettre person details, point, get city. Et ici, je vais faire la même chose pour du coup son numéro de téléphone s'il a changé de numéro de téléphone. Et donc, ici, je vais faire set phone number. Et ici, je vais faire person details.get phone number. Comme ça, je récupère les éléments qui ont été envoyés et je les mets directement ici dedans. Donc maintenant, ce que je vais faire tout simplement ici, c'est créer une nouvelle personne que je vais appeler la personne mise à jour, update person. Et là, je vais tout simplement faire ici mon person repository. Et là, je vais faire save, tout simplement. Et là, je vais sauvegarder le existing person. Vu que j'ai déjà modifié ces valeurs, je peux le sauvegarder lui. Et là, maintenant, j'ai juste à retourner ma valeur ici, donc mon return, et je fais mon new response entity ici. Et là, je vais tout simplement mettre mon update person, et ici, je vais mettre mon statut, HTTP status OK, pour dire que tout s'est bien passé. Alors, je crois que update person, normalement, c'est avec un ED, donc je vais juste mettre ça un jour. Je vais juste changer ici, et rajouter un D. Update person. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux passer à la suite. Donc, je peux tester ici. Là, je vois que j'ai géré uniquement ce cas-là. Il me faut gérer le cas d'après. Donc ici, je vais tout simplement mettre un return. Ici, dans le cas où on n'a pas trouvé la personne, on va tout simplement retourner un autre found. Donc, ce sera un petit peu comme tout à l'heure ici. Je vais juste reprendre la même formule, hop, et venir la mettre ici dans mon return. Si jamais je trouve la personne, je vais modifier les éléments. Si je la trouve pas, là, je retourne un autre found. Là, si je relance du coup mon serveur ici, il est bien lancé. Donc maintenant, je peux revenir sur Postman ici et je peux relancer mon appel. Donc je revois ici pour vérifier bien l'identifiant 1, c'est Jenkins et il habite au south de l'année. Alors, vu que c'est de données random, il y a la possibilité que ça retombe sur les mêmes valeurs, mais j'y crois pas trop. Donc on va relancer ça pour voir. Et là, ici, on voit que Jenkins a changé d'adresse. Il habite maintenant à Port 11. Donc si on change pareil encore, on va voir que ça change effectivement ici sa ville. Donc là, je vois bien que mon put fonctionne. Donc pour l'instant, j'ai bien mon all qui fonctionne, j'ai le create qui fonctionne, j'ai le get ID qui fonctionne, j'ai l'update qui fonctionne aussi. Et c'est pareil, hein, ça veut dire que si j'essaye de faire un update de quelqu'un qui n'existe pas, bah, j'ai bien un autre found qui est bien envoyé. Mais ça, on verra dans une autre vidéo comment est-ce qu'on peut gérer ces cas d'exception. Donc là, je vois bien que le update fonctionne. Il manque tout simplement ici le delete. Alors pour le delete, c'est tout simplement, on regarde ici, dans notre Postman, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de valeur. Donc du coup, pour faire une suppression, ce qu'il nous faut faire, c'est tout simplement récupérer l'identifiant de la personne. C'est un peu pareil comme pour les autres, récupérer qui c'est, parce que c'est quand même la donnée qu'il nous faut pour savoir qui c'est. Et pareil, si la personne existe, on va la supprimer. Donc on va revenir ici sur IntelliJ, et donc on va créer du coup la méthode pour le delete. Et c'est pareil, la notation, c'est delete mapping. Donc ici, on se rappelle qu'on prend du coup un path variable. Donc du coup, on va bien mettre ici ID, entre accolades, et ensuite le nom de la méthode. Et alors ici, on va tout simplement la mettre en public aussi. Et donc, pareil, response entity, un peu comme les autres. Cette fois-ci, on va rien retourner, donc on va prendre un void lorsqu'on supprime, parce que là, on peut pas retourner l'objet vu qu'on l'a supprimé. Donc on va retourner un void ici. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est appeler notre méthode de delete person, tout simplement. Et donc là aussi, ça va être un path variable, et notre path variable, ben, on va lui donner le type lang, et ce sera un ID, il va s'appeler ID. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est pareil un peu, vérifier si la personne existe, ici, avec l'optional, et ici, je vais vérifier. Donc je vais vérifier ici, du coup, si il existe, donc if person.isPresent. Donc, si la personne existe dans l'optional, ce que je vais tout simplement faire, ça va être ici, de récupérer la personne en question, ou alors je peux directement le supprimer. Donc, ce que je peux faire ici, c'est directement appeler personne repository, vu que la personne est présente, et faire un delete. Ici, ça prend une entité personne, et donc là, je vais juste faire personne.get pour récupérer l'élément à l'intérieur. Donc là, je supprime. Ensuite, lorsque j'ai supprimé, maintenant, je peux juste retourner mon response entity. Donc, je peux faire un new response entity. Et ici, ce que je peux tout simplement faire, c'est mettre le code pour dire que ça s'est bien passé avec un OK. J'ai mon statut OK, et dans le cas contraire, bah, je fais juste un return ici. Et donc là, je vais faire un response, je vais faire un new response entity, et donc cette fois-ci, je vais mettre du coup un not found, parce que j'ai pas trouvé mon élément. Donc, not found.
Donc, lorsque je fais ça, on récapitule ici, je récupère la personne avec un optional. Donc, si je la trouve, du coup, je vais tout simplement la supprimer. Si je ne la trouve pas, ce que je vais faire, c'est tout simplement retourner un code not found pour dire que je ne l'ai pas trouvé. Donc là, je vais relancer mon serveur ici pour qu'il prenne encore mes modifications. Là, c'est bon. Je reviens sur Postman. On a récupéré la personne avec l'identité. Bon, on a toutes les personnes ici. Si on veut supprimer, par exemple, la sixième personne, Bartel, on va juste mettre ici son identifiant 6 comme ça. Et là, on va relancer notre appel. Donc, on a un statut OK, ça veut dire que normalement, la sixième personne est supprimée. Donc, ça veut dire que si on essaye de récupérer la sixième personne ici, on doit avoir un not found. C'est ce qu'on va essayer. Donc, si je fais ça, je vois effectivement que j'ai un not found, mais j'ai pas la sixième personne. Et quand je récupère tout le monde, je m'arrête effectivement à 5. Donc, je peux comme ça créer de nouvelles personnes. Après, là, j'ai Jones. Donc, vous voyez ici que même si j'ai pas d'éléments, si je relance ici, j'ai supprimé la sixième personne et comme c'est un auto-incrément, vous voyez ici que la sixième personne, bah, je ne peux pas réaffecter son identifiant. Donc je passe directement au suivant. Donc avec ça, on a comme ça terminé notre CRUD. Vous voyez qu'on a récupéré toutes les informations, on a créé des personnes, on a récupéré les personnes en fonction de l'ID, on a fait l'update et on a fait le delete. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.